Vous avez vécu un calvaire, un viol le 11 novembre dans le hall de votre immeuble. J'entends des bruits de pas courir derrière moi et en fait je me retrouve plaquée au sol. Une jeune femme qui a été très peu soutenue, qui s'appelle Claire Géronimi. Vous prenez la parole sur RMC pour dénoncer l'insécurité dans laquelle vivent les femmes au quotidien. Éclat, un mot à double tranchant qui symbolise à la fois brisure et rayonnement, cassure et sentiment. Je suis Claire Géronimi et à la suite de mon agression, j'ai décidé de donner la parole à des personnalités inspirantes pour mettre en lumière leur vision féminine si singulière. Femmes politiques, journalistes, psychologues, avocates ou encore victimes échangeront avec moi sur leurs sentiments et leurs interrogations de notre place dans la société. Je désire également mettre l'accent sur leurs histoires marquantes afin de vous fournir, chères auditrices et auditeurs, les clés vers votre propre éclat. Bienvenue dans le podcast Éclat de femmes. Quand tu es une victime, tu as le droit aussi à la réparation de tes préjudices, de ce que toi tu as vécu, de ce qui reste dans ta chair. Une fois que le saut est fait, elles ne sont plus jamais seules. Puisque nous on est là, on est aussi le premier pilier. Moi je prends énormément sur moi. Quand tu es au milieu, tu as ton avocat d'un côté et ton médecin conseil de l'autre, tu te sens quand même déjà un peu plus forte. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Éclat de femmes. Aujourd'hui j'accueille Marie Cardinal qui est avocate en droit du dommage corporel et qui va nous parler justement de l'accompagnement qu'elle peut faire à propos des victimes. Donc je vous laisse écouter cet épisode et bonne écoute. Bonjour Marie. Bonjour Claire. Bienvenue dans le podcast. On s'est rencontrés il y a pas très longtemps non plus. Et ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir t'inviter justement sur le podcast Éclat de femmes. Est-ce que tout d'abord tu peux te présenter et nous expliquer un petit peu ce que tu fais ? Bien sûr, merci déjà pour ton invitation, je suis ravie d'être là. Tu l'as déjà dit en quelques mots, je suis avocate en droit du dommage corporel. Je vais accompagner les victimes, mais toutes les victimes donc d'accidents médicaux, d'accidents de la route et également d'agressions dans le processus indemnitaire. Donc je ne gère pas trop la partie pénale, moi j'interviens ensuite, mais je pense qu'on aura le temps de le développer. Totalement. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste justement le droit au dommage corporel ? Parce que même moi, j'étais pas au courant de ce que c'était avant. Là, si vraiment on prend la partie agression en tant qu'agression sexuelle, quand on porte plainte, après on cherche souvent un avocat, donc des fois on a des avocats commis d'office, mais qui sont les trois quarts du temps, je pense, pénalistes. Sinon, en fait, tout simplement, en tant que victime, on cherche un avocat pénaliste qui est capable de pouvoir nous défendre pendant la phase d'instruction, pendant l'audience, etc. Est-ce que tu peux m'expliquer quelle est la différence entre justement vraiment ce que tu fais, même si tu me l'as déjà expliqué un petit peu en amont, et puis la complémentarité aussi que ça peut avoir ? Avec les pénalistes. Bon, les pénalistes, de toute façon, gèrent vraiment le côté, la partie pénale. On peut, nous, moi, ça m'arrive d'intervenir dans le dossier pénal, mais je préfère être accompagnée d'un pénaliste. Nous, les avocats en droit du dommage corporel, et moi, plus précisément, je vais intervenir sur l'indemnisation du préjudice. Donc, tu vois, on le comprend mieux quand on est victime d'un accident de la route, par exemple, on a des dommages corporels, des fractures, etc. Tu peux avoir une indemnisation de ces préjudices. Quand tu es une victime d'une agression, souvent c'est plus psychologique. Tu peux avoir évidemment des séquelles physiques, mais le psychique reste quand même la partie dominante. Et c'est là que c'est important d'avoir un avocat, puisque justement, nous, ce qu'on fait, c'est de permettre à la victime d'être indemnisée de son préjudice. Donc, on va la conseiller dès le début. Il ne faut pas que la victime attende la fin de son procès pénal pour nous saisir. Faut que ce soit immédiat. Mais on va la conseiller sur qui voir, quel professionnel de santé voir en amont, comment constituer le dossier d'indemnisation pour que ce soit le plus fort possible après devant les juridictions. Ok, parce que c'est vrai qu'au final, le nerf de la guerre aussi après, quand on se fait agresser, c'est quand même l'argent qu'on dépense, qui est quand même, c'est des sommes qui sont astronomiques. Aujourd'hui, avec Éclat de femmes, on avait établi les coûts que les victimes devaient avancer à plus de 35 000 € entre les frais juridiques, psychologiques et administratifs, ce qui est quand même énorme et malheureusement, avec tout simplement juste un avocat pénaliste, je veux pas tous les mettre dans le même panier, mais malheureusement, de ce que moi j'ai pu accompagner, de ce qu'on a pu écouter avec l'association comme victime, elle récupère que 2 000 à 3 000 € et au final, en fait,
tout le monde est perdant, quoi. Toi, comment tu arrives justement à faire pousser les dossiers? Comment ça fonctionne exactement? Je pense que tu dois leur expliquer qu'est-ce qu'il faut faire. C'est ça, en fait, tu leur expliques. Alors, bon, sans rentrer dans le juridique pur, tu as une liste de préjudices qui est établie par une nomenclature et chaque victime peut prétendre à l'indemnisation de tel et tel préjudice. Donc, tu as par exemple ce qu'on appelle le déficit fonctionnel permanent, c'est les séquelles permanentes que la victime aura tout au long de sa vie et qui resteront. Et ça, le psy rentre en compte, en plus du corporel, évidemment. Donc nous, en fait, on leur dit, bon bah voilà, concrètement, comment vous vous sentez aujourd'hui? Est-ce que vous avez un suivi psy? Est-ce que vous voyez des médecins? Est-ce que vous avez des médicaments, etc. La victime, en fait, elle doit juste nous donner les pièces. Son seul boulot là-dedans, c'est d'être proactive en nous donnant les pièces et en allant aussi consulter si elle a besoin d'aller consulter. Et nous, on établit un dossier qui nous permet après, devant la CIVI, souvent c'est la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, de prouver la réalité du dommage de la victime concrètement, tu vois. Donc, en fait, l'accompagnement, il intervient. Il est tout long. C'est ça, il intervient dès le début de la prise en charge. Et c'est vrai qu'il y a énormément de frais qui sont avancés, mais faut pas penser qu'aux frais qui sont avancés. Quand tu es une victime, tu as le droit aussi à la réparation de tes préjudices, de ce que toi tu as vécu, de ce qui reste dans ta chair. Ça, c'est très important. Forcément, on pense aux frais d'avocat, etc. Mais il y a aussi ce qui reste. Les souffrances, etc. Tout ça, c'est indemnisé. Donc forcément, souvent ça fait peur. On se dit, bon, les avocats, ça va me coûter trop cher. Moi, j'ai un mode de fonctionnement qui permet aussi aux victimes de ne pas débourser, tu vois, 10 000 € d'un coup. C'est pas comme ça qu'on se rémunère. Le but, c'est justement qu'on puisse avoir toutes les victimes, même celles qui n'ont pas d'argent. Et on s'arrange aussi au niveau des honoraires. Nous, notre profession, elle nous oblige à avoir, par exemple, un honoraire de base qui peut être petit, tu vois, ça peut être 500 000, 500 ou 1 000 €, pas 500 000 €. Et ensuite, on se rémunère au résultat. On a un pourcentage de résultat. Et ça, c'est assez avantageux aussi pour les victimes. Bien sûr. C'est ça, puisqu'on attend leur indemnisation pour être indemnisé. Il n'y a pas de taux horaire comme ça peut être le cas en pénal, etc. Ce qui est compréhensible parce que ça se prête plus à la matière pénale, le taux horaire. Donc voilà, vraiment, le but, c'est de se dire, évidemment, la réponse pénale, elle est importante, mais une fois que la réponse pénale, elle est passée, les victimes, souvent, elles se retrouvent assez démunies. Il y a des gros problèmes financiers parce que toutes les victimes n'arrivent pas à reprendre le travail. Bien sûr. Voilà, c'est une réalité. La force est propre à chacune ou à chacun. Il y a aussi des hommes. Qu'est-ce que je fais si je reprends pas le travail? Si du coup j'ai plus de salaire, c'est là que nous on intervient quand même immédiatement. Voilà ce qu'on va faire et puis on aiguille aussi un petit peu. Je dirais pas qu'on est psychologue, mais on a aussi un boulot de soutien psychologique et forcément on les aide et on les laisse pas seuls dans cette épreuve. Toi, qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui dans ton métier? Justement, c'est de voir que la personne que j'ai aidée pendant 3 ans, à l'issue de la procédure, elle a reçu tant d'argent et elle arrive à se relever. Donc elle peut acheter une maison si elle en a l'envie. Parfois, il y en a qui ont besoin de partir voyager pour faire un reset total et elle te rappelle 6 mois après en disant « c'est bon, maintenant je suis reprête, je peux à nouveau recommencer dans la vie ». Donc juste ça. Moi, le job, il est fait et je suis contente de me dire qu'on ne les a pas laissés tomber et s'évanouir, quoi. Quand justement, en termes de... Si vraiment je reprends les victimes d'agressions sexuelles, je sais qu'en tant que victime d'agression, du coup, mais je pense que c'est aussi pour toutes les victimes, on est censé du coup aller consulter, voir des médecins. Quel est ton rôle aussi là-dedans? Moi, je le dis aussi. Alors, on va pas pousser à la consultation. Si on nous dit non, mais moi j'ai envie de voir personne, dont acte. C'est pas à moi de dire non, si, il me faut une prescription psy. Mais parfois, en fait, elles ne savent pas quoi faire parce que tu l'as vécu, t'es agressé, tu sais même plus où tu dois aller. Est-ce que tu dois aller chez la police? Est-ce que tu dois aller chez le psychiatre? Donc, voilà, là, ça te permet aussi de recentrer. Tu viens chez l'avocat qui s'occupe du dommage corporel et ça te permet aussi d'avoir un cadre. Voilà, c'est ça. C'est de te dire, bon, ok, je sors avec une liste de choses à faire et un objectif aussi, puisque c'est aussi important pour les victimes. À l'instant T, ta vie est totalement brisée. Bon, je sors, il faut que j'aille voir mon médecin que j'ai déjà vu X fois, mais j'ai pas pris le papier qui disait que je l'ai vu juste en sortie d'agression. Si j'ai des médicaments, je récupère l'ordonnance. Donc nous, ça permet de cadrer ça. Et pendant les expertises, du coup, aussi, comment ça se passe?
Alors, moi, je suis toujours présente pendant les expertises. Jamais ma victime est seule et j'ai un médecin conseil. Ça, c'est important. Moi, je travaille avec des médecins conseils de différentes spécialités, donc des psychiatres, des médecins physiques de réadaptation. Ça, c'est souvent dans les accidents de la route aussi, hein, quand tu as des gros préjudices corporels. Et en fait, on ne laisse pas notre client seul. Parce que tu l'as vécu, tu es face à un médecin qui... Voilà, c'est très compliqué, hein. Ça peut très très mal se passer. Pour la petite histoire, pour rappeler peut-être aux éditeurs, il y a déjà d'autres victimes, mais moi je prends mon exemple. Je me suis retrouvée face à justement 2 médecins qui étaient pour une expertise psychologique. Et en fait, mon avocat n'était pas là parce qu'il n'avait pas pu venir. Il m'avait demandé, j'avais dit ça sert à rien. Et au final, en fait, ils ont été tellement désagréables et odieux avec moi que, en fait, ils me considéraient pas et c'était limite des reproches permanentes. Et comme justement on en a discuté, tu m'avais parlé de médecin conseil et je ne savais même pas ce que c'était exactement. Donc toi, à chaque fois, du coup, tu travailles avec des médecins conseils. Je travaille. Il y a 2 semaines, j'ai repris un dossier d'un confrère et mon client me disait, mais alors bon, moi j'ai contacté la CPM pour un médecin conseil. Je lui dis, mais alors, attendez, comment ça... Enfin, et son avocat de l'époque lui avait dit, bon, on va contacter la CPM. Je critique pas, mais je pense que il ne savait pas faire. Donc non, j'ai ma liste de médecins conseils et c'est moi qui les contacte en disant, voilà le dossier que j'ai. Je pense qu'il est nécessaire que ma cliente ait un accompagnement. Le médecin va voir le dossier. Les seuls frais à engager, c'est les frais de médecin conseil qui, malheureusement, ne peuvent pas attendre parce que forcément, les médecins conseils doivent être bloqués, hein, au niveau des dates. Donc ça, c'est les seuls frais engagés qui peuvent... C'est de l'ordre de 2 000 2 500 €. Donc c'est sûr que c'est un coût, mais c'est assez essentiel. Quand les victimes peuvent vraiment pas... Enfin, c'est impossible. Bon, bah, j'y vais seule, mais elles sont... Quand même, Voilà, elles sont accompagnées de moi, elles sont jamais seules. Mais quand on a le médecin conseil, c'est important puisqu'en expertise, tu l'as vu, surtout sur les expertises psychiatriques, on te demande un peu de revivre déjà ce que tu as vécu. C'est très dur, bien sûr. Donc, toi, tu dois te remémorer la scène. C'est déjà hyper compliqué. Donc ça, nous, on le prépare en amont. Moi, je les prépare, hein. Elles viennent 1 heure au cabinet. OK, je suis désolée, on va réaborder. Vous le réabordez avec moi, comme ça ressort. Et vous savez ce qu'il faut dire aussi à l'instant T. Je leur dis jamais quoi dire, mais au moins, ça leur permet de savoir comment ça va se passer. C'est inconscient ou pas, mais quand tu es au milieu, tu as ton avocat d'un côté, ton médecin conseil de l'autre, tu te sens quand même déjà un peu plus forte, hein. Tu n'es pas seule chez... Bah oui, tu n'arrives pas tout seul. C'est ça, exactement. Ta parole tu te sens voilà. légitime de parler, quoi. C'est ça, exactement. Face à des médecins qui, souvent, c'est des hommes d'un certain âge. Et c'est ça qui est problématique aussi aujourd'hui. C'est ça, ouais. Il y a une pénurie de toute façon, surtout en psychiatrie, d'experts il n'y en a pas énormément sur les listes des experts, donc forcément, c'est un peu toujours les mêmes. Voilà, ça bon tact. Mais voilà, on est là et ça leur permet de ne pas être seuls, tu vois. S'il y a un petit problème dans la chronologie, moi je suis là parce que du coup j'ai toute la chronologie des faits. Bon, alors monsieur l'expert, oui, elle a oublié, mais le 19 novembre, elle a consulté son psychiatre. Voici, c'est la pièce numéro 25. Bon, en tant que victime, au moins t'as pas à fouiller dans tes documents. Oui, je l'ai, ma prescription de Lexomil. Et après, t'as toute la discussion médicale. Bon, là, l'avocat, je ne dirais pas qu'il ne sert à rien, il est présent, pas pendant l'examen médical, c'est ce que jamais. C'est un combat que nous, on essaye de mener pour qu'on soit présent, mais pour le moment, les avocats ne sont pas présents. Mais ton médecin conseil l'est. Et ça, c'est hyper important. C'est ça, c'est l'utilité du médecin conseil. Puis après, sur la discussion des préjudices, là, la victime sort, hein, parce que c'est un peu... un peu tendu. Ouais, et puis c'est un peu la phase marchand de tapis, on va pas se mentir. C'est bon, alors le préjudice, moi, les souffrances endurées, je pense que c'est temps et temps. En tant que victime, elle n'a pas besoin d'entendre ça. Mais ton médecin conseil, il apporte les arguments médicaux qui permettent aussi d'avoir un poids dans la discussion. Donc c'est très important, franchement. Et ça, on peut prendre justement, enfin, est-ce que on a le droit en tant que victime de prendre un avocat en dommages corporels, même après qu'il y ait eu audience, s'il n'y a pas eu encore expertise Bien sûr. pour la civile? Tu peux prendre, à tout moment de la procédure, en fait, hein, tu peux prendre un avocat en droit de dommages corporels. Le mieux, c'est au début, puisque justement, on permet d'aiguiller, voilà, on sait comment conseiller les victimes. Mais bien sûr, si on se rend compte qu'on a une convocation dans 1 mois et demi et qu'en fait, finalement, on est hyper seul, on n'est pas prêt ou prête, bien sûr, il faut tout de suite contacter un avocat.
voilà, qui est spécialisé là-dedans ou non, hein, mais qui fait du droit du dommage corporel. Et même s'il y a eu les expertises aussi? Oui, même s'il y a eu les expertises, c'est pas grave. On peut très bien se débrouiller. Nous, avec les rapports d'expertise, ça m'arrive des dizaines de fois de recevoir les victimes post-rapport. Donc forcément, les rapports sont peut-être pas exceptionnels, mais on essaye de se débrouiller sur les conclusions, sur la plaidoirie. On essaye de dire, mais vous n'avez pas tel et tel document? Ah bah si, en fait, je l'ai, mais j'ai oublié de le rapporter à l'expert. Puis parfois, on peut demander des contre-expertises, mais bon, ça, c'est vraiment encadré. C'est dans des cas très précis. Mais de toute façon, ça sera jamais perdu. L'avocat, s'il sait pas, il le dit. Moi, je suis désolée, là, je ne sers à rien. Je vais pas me mobiliser et vous faire payer alors que je peux pas vous conseiller. Non, ça, bien sûr. Est-ce que tu as des exemples de clients que tu as pu, sans forcément les citer, mais les exemples qui, pour toi, ont été peut-être game changer aussi dans ta carrière, etc. Alors surtout pour les agressions, parce que forcément on parle aussi des viols qui arrivent une fois, etc. Et j'ai une victime qui s'est fait longtemps frapper par son mari et qui au bout d'un moment s'est dit bon ben là j'y arrive plus. J'y arrive plus. Elle est venue me voir et elle est venue me voir avec sur conseil d'une pénaliste. Donc ça fait toujours plaisir parce qu'on se dit bon. C'est bien, on bosse de concert avec un avocat pénaliste qui a toute son utilité, mais qui, elle, ne sait plus faire sur la suite de la procédure. Alors là, son dossier est en cours, donc j'attends de voir, mais ça fait déjà quelques temps. La procédure, elle est longue, hein, de toute façon, ça... c'est une réalité, mais je la vois changer. Je l'ai vu arriver au cabinet, même dans sa posture hyper recroquevillée avec ses documents. Et puis là, à chaque rendez-vous, tu vois, elle se grandit et je sens qu'elle prend de l'assurance. Moi, j'envoie à chaque fois mes conclusions, donc elle voit aussi ce que j'écris et elle me fait des petits messages en me disant maître, ok, je pourrais venir vous voir plaider. Enfin, je sens que ça va mieux. Et quand elle est venue me voir, elle était avec son époux. Bon, là, elle est en instance de divorce. Je ne l'ai pas poussée, mais elle s'est rendue compte aussi que les violences habituelles, c'était déjà pas normal. Voilà, qu'il fallait faire quelque chose. Bon, l'avocat pénaliste m'a aidée de toute façon dans la procédure, dans le cheminement. Hein. Si elle voyait une pénaliste de base, c'était qu'elle avait bien compris. Mais on est là pour appuyer. Vos relations aujourd'hui entre avocat dommages corporels et avocat pénaliste, est-ce que tu trouves qu'elles sont bonnes? Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir des choses qui peuvent être améliorées aussi ou... Largement. Moi, je milite, c'est un petit appel à mes confrères et consoeurs pénalistes. C'est pas parce qu'on a une victime qu'on doit, ou un client, qu'on doit le garder pour soi. Justement, la pluridisciplinarité, c'est génial en fait. Bien sûr, c'est essentiel. Exactement. Et moi, quand je ne sais pas faire en pénal, j'appelle des pénalistes. Quand je me rends compte que de toute façon, je ne peux pas gérer les deux volets qui sont assez lourds, hein, c'est quand même quelque chose, je suis ravie d'appeler un confrère pénaliste en disant écoute, moi, je te laisse gérer cette partie-là. Je le reprends à partir du moment où on repasse devant la CIVI. Mais au moins, je suis rassurée de me dire que mon client, il est entre de bonnes mains. Sur la partie pénale et sur la partie dommages corporels, il est avec moi. C'est vrai que c'est rare. Franchement, les appels de pénalistes, j'en ai pas beaucoup. C'est très, très rare. C'est dommage, hein, mais ça commence à changer puisque je travaille avec 2-3 pénalistes là, que j'ai en tête qui m'envoient des dossiers. Mais bon, j'espère qu'on se rendra compte que c'est important de travailler de concert, quoi. Ça, c'est lié qu'à la France ou il y a d'autres pays, tous les pays fonctionnent comme ça, tu sais? Non, franchement, je l'ignore. Je pense que c'est vraiment propre à chaque pays. À chaque pays. Oui. Ouais, nous, on a notre réglementation qui est quand même très particulière. Et du coup, petite question, comment est-ce que du coup, tu as découvert aussi l'asso? Parce que du coup, maintenant, tu aides un petit peu dans l'association. Tu as déjà appelé, eu peut-être au téléphone une ou deux victimes, tu leur as donné quelques petits conseils pour les aiguiller. Comment est-ce que tu as connu l'association? Réseaux sociaux. Vraiment, les réseaux sociaux, je t'avais vu déjà plusieurs fois et je m'étais dit, j'avais été marquée par le fait que toi tu disais ne pas avoir été aidée au début et justement ça me faisait un peu écho en me disant c'est dommage parce que ces victimes un peu laissées dans la nature qui ne savent pas quoi faire et qui toi tu l'as transformée en une force, mais on va être honnête, c'est rare que ce soit transformé comme ça, hein. Souvent il y en a qui se désespèrent et qui laissent tomber. Donc je me suis dit non mais c'est pas normal et puis j'ai été aussi touchée par le fait que tu accueillais tout le monde sans distinction aucune, toutes les victimes sont les bienvenues, tout le monde est accueilli.
par étapes. Alors, tu expliqueras mieux que moi comment fonctionne l'asso, mais tout le monde a son conseil. Si tu as un doute, justement, tu nous appelles en disant est-ce que là, il faut qu'il y ait un avocat ou pas. Bon, ça, j'ai trouvé ça génial et hyper humain finalement. Donc, félicitations déjà. Et la cause des femmes, c'est quelque chose qui t'a toujours touché, importé un petit peu, ouais. Oui, franchement, en début de parcours, moi, j'étais pas côté victime. J'étais d'abord côté assureur, pour essayer un peu de comprendre les rouages et de voir comment ça se passait de Un peu comme les pénalistes quand ils font la défense, etc. C'est ça, exactement. Mais j'avais de toute façon toujours envie de m'engager. Et là, forcément, quand j'ai des... alors, je ne fais pas de distinction entre mes clients, mais quand j'ai des femmes victimes de violences, je suis toujours à fond parce que je me dis, bon, là, faut aussi leur montrer qu'elles ont déjà eu le courage de passer le cap. Bien sûr. Donc, on va y aller pour qu'elles soient indemnisées à la hauteur de leur souffrance, même si, bon, ça, c'est un autre débat. C'est toujours compliqué de dire votre souffrance vaut 20 000 €. Mais au moins, il y a une réponse indemnitaire. Aujourd'hui, combien les victimes sont victimes d'agressions sexuelles, justement, souvent, peut-être que tu as vu des dossiers passer, peut-être que tu as entendu aussi des confrères et consoeurs qui sont occupés de victimes d'agressions sexuelles. Combien, au final, les victimes touchent? Et VS, combien, normalement, on est censé avoir aussi, parce que c'est beaucoup de questions qu'on se pose. On n'est pas aux États-Unis, donc on ne peut pas récolter des milliers de cents non plus. Mais c'est une réelle question, je pense que beaucoup de personnes se posent. Alors, elle est légitime, mais moi, je vais avoir une réponse d'avocate. C'est impossible. Je serais une mauvaise avocate si je disais alors, vous avez été victime de viol, c'est sûr que vous aurez 100 000 €. Ça, je pourrais jamais dire. La seule chose que je peux dire, c'est que les indemnisations peuvent être importantes. On peut monter dans des montants, plusieurs dizaines de milliers, ça c'est une certitude, si on apporte les pièces. Si on apporte la réalité, alors l'agression, voilà, quand on a la réalité de l'agression, ça c'est la première étape. Mais c'est ce que je te disais, quand on a aussi la réalité du préjudice qui subsiste. Et c'est là que c'est très important, c'est que parfois, on a des victimes qui arrivent 3 ans après l'agression. Et on est un peu démunis parce qu'elles ont rien, elles ont pas de pièces, elles ont vu aucun médecin, et c'est là que c'est un peu difficile, tu vois, de raccrocher, les wagons et de dire: «Bon, on va essayer de faire en sorte que vous soyez indemnisés». Mais si on a toutes les pièces, qu'il y a une réalité que, tu peux plus travailler, que tu restes cloîtré chez toi et cetera, les indemnisations peuvent être très hautes. Mais même quand tu vas bien et que tu arrives aussi à reprendre ta vie, tu es indemnisé, aussi à des montants qui sont tout à fait corrects, hein. Mais c'est difficile, je pourrais pas te donner de... C'est compliqué. Ouais, c'est impossible puisque de toute façon, en plus, ça dépend des juridictions, ça dépend des demandes en tant qu'avocat que tu fais, puisque donc tu fais ta demande et le juge statue là-dessus. C'est très compliqué de dire... on n'est pas aux États-Unis, en effet. Est-ce que le préjudice moral et le préjudice physique ont la même valeur? Le préjudice moral est moins bien indemnisé. Ça, c'est une réalité, puisque le préjudice physique, en fait, c'est factuel, hein. Les médecins, ils ont un référentiel. Bon, voilà, un bras cassé, vous avez une perte de mobilité, etc. Mais il y a quand même, dans le référentiel, le préjudice psychologique, psychiatrique, donc forcément, il est indemnisé. Mais c'est sûr que c'est moins bien indemnisé. Pourquoi aussi? Parce que c'est plus dur d'en rapporter la preuve. Bien sûr. C'est plus dur de dire: «Bon, voilà, moi j'ai consulté tel et tel spécialiste, je suis en état de stress post-traumatique». Parfois les médecins ne sont pas d'accord. Est-ce que c'est une dépression? Est-ce que c'est un état de stress post-traumatique? Donc oui, forcément, c'est plus compliqué. Mais c'est pas impossible. C'est ça qu'il faut retenir. C'est Oui, qu'on peut quand même être Bien sûr. indemnisé parce qu'il y a le préjudice moral. Souvent, quand il y a des agressions, justement, quand il y a eu des agressions, quand il y a eu viol, la durée en tout cas de la phase d'instruction est très longue aussi. Est-ce que tu penses que ça peut être bénéfique aussi pour tout ce qui est préjudice moral? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles ça dure aussi longtemps ou pas? Alors là, c'est la partie très pénale en fait, hein. C'est hyper long. Ça, c'est la partie que je gère moins. La seule chose que je peux dire, c'est que on peut demander des provisions. Oui. Et ça, c'est important aussi à savoir. Il faut pas que la victime n'est pas indemnisée à la toute fin. Si on a justement voilà, la réalité de l'agression, si on arrive à prouver qu'elle a bien eu lieu par plusieurs éléments factuels, etc., et qu'on apporte des pièces, on peut demander une provision. Et ça, c'est très important parce que parfois, elles attendent des années avant d'avoir 5 000, 10 000, 15 000 €. Ça, c'est compliqué. Donc non, ça on peut... C'est pour ça, tu vois, d'où l'importance de travailler de concert avec les pénalistes. C'est que c'est ça. Exactement, tu gères la partie pénale. Rien n'empêche aussi à une victime de dire moi, je veux 2 avocats. Puis après, les avocats se mettent en... Oui, l'avocat pénaliste se prendra pas mal s'il y a aussi un avocat en dommages corporels. Donc je pense que c'est vraiment utile. Et je pense que vraiment
ton métier, en tout cas pour les victimes d'agressions sexuelles, doit être vraiment beaucoup plus mis en valeur parce que je pense que tu dois avoir beaucoup plus de clients aussi qui sont dans des cas d'accidents, de choses comme ça. Mais ça, c'est une réalité. Moi, En termes de pourcentage de clients, t'as quoi exactement? Franchement, accident de la route, je dirais que j'ai 50% d'accidents de la route, 30% d'accidents médicaux parce que je fais aussi tout ce qui est infection nosocomiale, etc. Moi, le reste, c'est des agressions. Donc, bon, j'espère que ça augmente. Enfin, j'espère pas que ça augmente, Oui, mais bien sûr. tu vois, j'espère que les victimes se diront, bon, bah, alors finalement, moi aussi, je peux consulter un avocat en dommages corporels. Enfin, voilà. Et surtout, souvent, la consultation fait peur, tu vois. On se dit: «Non, mais combien il va me facturer?» Moi, par exemple, je pars du principe, et j'ai beaucoup de confrères qui le font aussi, que la première consultation, elle est gratuite. Donc en fait, vous venez, on discute de votre dossier, on vous dit ce qui est possible de faire. Bon, bah, si vous voulez pas, vous repartez, mais au moins, vous êtes un peu informés sur les démarches possibles. Et je pense qu'il y a cette problématique en France, et justement, j'ai discuté avec Maître Vanny, mon avocat pénaliste, où en France, on a encore cette vision où on peut consulter des omnipraticiens quand on a une problématique, je sais pas, par exemple, en mal de dos, qu'on n'arrive pas à trouver le problème, donc on va aller voir un kiné, un ostéo, etc. Et pour autant, dès qu'on doit mettre un peu d'argent pour être conseillé, je dirais, juridiquement, c'est beaucoup plus compliqué. Ça, c'est quelque chose auquel tu es confronté tout le temps avec les clients? Oui, bah, les clients négocient, ils te négocient la TVA en disant: «Bon, je peux ne pas payer la TVA?» Bah non, parce que moi je la paye aussi, donc en fait, c'est très compliqué. On me dit: «Non mais maître, réduisez vos honoraires si vous pouvez». Donc c'est pour ça que le principe aussi de se rémunérer au résultat avec un petit honoraire de base, finalement les clients s'y retrouvent un peu mieux, se disent: «Bon bah voilà, au moins elle a travaillé 3 ans sans finalement être payée». Parce que finalement, pendant 3 ans, tu es pas payé, tu te rémunères que sur ce que tu as, mis à part les 500 ou les 1 000 € de départ. Donc oui, forcément, au début, c'est compliqué. De toute façon, si je leur demandais des honoraires d'emblée, ça serait, oui, ça s'arrêterait direct. Mais c'est vrai que je remarque que sur l'avocat, on essaye un peu plus de rogner, plus que sur le chirurgien, dont enfin, en fait, tu as besoin d'un chirurgien, c'est vital. L'avocat, tu te dis: «Bon, ben, peut-être que je peux me débrouiller sans», et c'est juste l'erreur à ne pas faire, quoi. Non, on se débrouille pas seul. Et je trouve que c'est important aussi de le rappeler parce que malheureusement, enfin, je pense que toutes ces personnes à chaque fois se posent ce genre de questions aussi, et je pense que c'est important aussi de mettre vos métiers en fait en avant, en valeur, et qu'en fait c'est tout aussi légitime que d'être un chirurgien aujourd'hui, je pense, que d'être avocat, juriste, etc. Est-ce que tu as un petit message à faire passer aux victimes, quelque chose qui peut être quand même assez constructif, positif pour elles aussi? Bon, je pense que ça se ressent dans le ton de notre entretien, mais je pense que c'est important, de passer le cap. Je sais que c'est très difficile. On est un peu aussi, prises sous le poids aussi de l'institution judiciaire. Tout est lourd, tout est compliqué. Pour celles qui n'osent pas, faut se dire qu'une fois que le saut est fait, elles ne sont plus jamais seules. Puisque nous, on est là, on est aussi le premier pilier. Moi, je prends énormément sur moi. C'est d'être parfois lourd aussi, hein, sur certains Oui, j'imagine que dossiers. ça doit être compliqué Oui, des fois. c'est sûr, c'est compliqué. Mais Que vous n'êtes pas forcément formé psychologiquement non plus. Enfin, jamais. Oui. Non, jamais, on n'est jamais formé psychologiquement là-dessus. Bon. Mais voilà, qu'elles ne seront pas seules, et il faut juste se lancer. Alors le juste est facile à dire, un peu plus difficile à appliquer, mais qu'une fois que c'est fait, voilà, nous on a prêté serment aussi, on a le serment d'humanité, donc on est là aussi pour envelopper notre client qui est victime, et être avec eux jusqu'au bout. Donc c'est pas vain, il faut le faire, même si c'est compliqué. J'ai une question, Marie, justement, comment tu fais en tant que justement avocate pour préserver ta force, alors que c'est quand même un milieu où ça manque d'empathie, où tu dois aussi être la barrière entre justement cette institution et en même temps les victimes. Comment est-ce que tu fais tous les jours? Parce que ça doit pas être si simple que ça, non? Non, alors c'est ce qu'on disait, on n'a pas nous de suivi psy, bon, on peut, hein, en perso, hein, mais cette question, j'ai un client qui me l'a posée il y a 2 semaines, dans le taxi, on sortait d'expertise. Franchement, ça a été une des expertises les plus dures de ma carrière, dossier extrêmement lourd, et il me disait: «Mais vous faites comment, pour pas craquer?» Et donc je lui dis la vérité, je lui ai dit, «Ben, parfois on craque, en étant un petit peu plus policé». La réalité, c'est que je suis rentrée de cette expertise, moi j'ai pleuré pendant 1 heure, mais ça m'a fait énormément de bien. On n'est pas des robots, ce serait mentir que de dire: «Non, non, nous on pleure jamais», Et parce que les avocats peuvent des fois avoir une image de personnalité qui sont assez froides, assez, vraiment
enfin antipathique, quoi. Ouais. Et justement, enfin, au final, ça montre qu'il y a quand même des humains derrière. Moi, en tout cas, je pleure. J'écoutais, enfin, il y a énormément de podcasts, d'ailleurs, que j'écoute même en tant que professionnel du droit, de ténors du barreau qui disent, mais moi, le nombre de fois où je lâche après des grosses plaidoiries, moi, vraiment, sur les dossiers très, très lourds, j'ai toujours une stature devant mon client. Je fais en sorte de ne jamais lâcher, voilà, d'être assez droite. Mais quand je rentre, oui, je peux m'effondrer. Et pour moi, pour le coup, c'est une force parce que je lâche et le lendemain, j'arrive encore plus combative. Ça y est, tout ce que je devais sortir est sorti. Je suis là pour me battre pour mon client à fond. Donc non, c'est important. Puis au moins, tu sens peut-être que tu es humaine et que tu sens que t'as pas été... Forcément, quand tu es confronté toute la journée à des gens qui se sont fait violer, qui se sont fait agresser, à des familles, parce qu'on a aussi les familles des victimes d'homicide. Bon, je connais peu de confrères qui arrivent à dire bon, ça me touche pas énormément, le boulot, on le laisse au boulot et quand on rentre à la maison, moi c'est pas comme ça que ça se passe, mais Oui, c'est vrai que là, je discutais avec une victime justement où il y avait une avocate de la défense qui avait commencé à dire à la victime pendant le procès, écoutez, madame, ce que vous avez vécu, c'est pas si grave que ça, alors que c'était justement une ténor du barreau de Paris, et on se dit, mais en fait, est-ce qu'elle a vraiment perdu son humanité ou pas? ouais, ou est-ce que c'est bon, une malheureuse erreur de langage? J'aimerais croire que ce soit plutôt ça. On préférait, oui. Ouais, ça me rassurerait de me dire que c'est ça, mais non, franchement, même, alors maintenant, je défends que des victimes, mais en face, j'ai forcément les avocats de la défense, et il est rare qu'elles parlent mal à mes clients. Si c'est le cas, je vais les voir. Non, c'est très rare. D'ailleurs, souvent, les victimes comprennent pas trop quand les avocats se parlent entre eux. T'as l'avocat du mis en cause, t'as ton avocate et finalement à la pause, ils ont une discussion. Mais attendez, on n'est pas contre lui. Oui, mais en fait, lui défend son client. Moi, je vous défends vous. Justement, on s'entend bien aussi et ça montre qu'il n'y a aucune animosité envers vous. Ça, c'est important. Et souvent, ils ont même un mot pour mes victimes en disant « je suis désolée, ce que j'ai dit ». Bon, bah voilà, en expertise, souvent en expertise, hein, d'ailleurs, quand on discute, tu vois, le préjudice et voilà, qu'on n'est pas d'accord, ça peut choquer la victime. Et elle se dit « non, mais attends, moi, je suis quoi? Je suis un objet. On est en train de discuter devant moi de ce que j'ai vécu. » Ouais, c'est hyper traumatisant. Mais j'ai des confrères qui, plein de fois, ont dit « je suis désolée, madame, je sais que c'est un peu compliqué. » Donc non, normalement, on l'a, notre humanité. En tout cas, on a prêté serment et dans le serment, il y a l'humanité. Hein. En tout cas, j'ai l'impression que tu es une personne quand même qui est très humaine et c'est justement pour ça qu'on a échangé ensemble et que tu nous aides aussi au sein de l'association. Ouais, mais et du coup, voilà. Super. Merci Claire. Merci à vous d'avoir écouté cet échange entre femmes. J'espère que cette conversation vous a plu. Si c'est le cas, nous serions ravis de connaître votre retour et n'hésitez pas à nous mentionner en story sur les réseaux sociaux. Pour découvrir les nouveaux épisodes d'Éclat de femmes chaque semaine, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous pensez que cela pourrait intéresser l'un de vos proches, je vous encourage à le partager avec lui. À très vite!